photographie et la vidéo ont complètement bouleversé notre société. Soudainement, on était capable de figer ou de capter dans son entièreté un moment précis. Évidemment, ça a considérablement enrichi notre mémoire collective. Il y a des images qui ont transcendé les générations puis qui ont marqué notre imaginaire. Il y a des moments historiques qu'on ne sait pas vraiment la date ou les détails, mais on est capable d'y associer une image bien précise. Par contre, l'image n'a pas seulement été un témoin passif de notre histoire, mais elle a grandement contribué à son évolution. Je pense entre autres à la photo de cette jeune Vietnamienne qui court hors de son village après avoir été brûlée au napalm. Cette photo-là a été prise par Nick Hutt et elle a fait la première du Time Magazine en 1972. Soudainement, la guerre du Vietnam n'était plus une guerre anonyme qui se passait à des kilomètres de chez nous, mais elle avait un visage, elle avait des souffrances. Cette photo-là a complètement bouleversé l'issue de la guerre du Vietnam. Les gens ont commencé à manifester, à se révolter, puis les dirigeants politiques n'ont pas eu d'autre choix que d'opter pour une nouvelle stratégie. C'est donc dire que l'image a le pouvoir de changer les choses. À l'apparition de la photographie, les appareils photo étaient des énormes machines qui étaient difficiles à manœuvrer, qui étaient très lourdes et qui coûtaient très cher. Donc, en fait, c'était souvent les gens qui avaient les moyens financiers des opérer, puis c'était vraiment un petit groupe de personnes. Tranquillement, tout au long du siècle, on a vu l'amélioration, les appareils photo sont devenus plus compacts, plus faciles à opérer. On a vu l'apparition dans les années 50-60 du fameux Polaroid où on voyait notre photo directement. Ensuite, dans les années 1970, les appareils réflexes argentiques. Finalement, dans les années 80, le fameux petit appareil compact, qui pour moi représente beaucoup de souvenirs parce que c'est le premier appareil photo qu'on m'a offert. Les fameux appareils jetables où on allait en voyage, on traînait ça, puis on revenait, on attendait 2 semaines pour avoir nos photos, qui étaient souvent un résultat un peu douteux, mais on était vraiment contents d'avoir nos souvenirs. Puis, dans les années 90, en fait, le numérique a fait son apparition. Au début, c'était une technologie qui était très, très chère, mais elle est rapidement devenue accessible. Aujourd'hui, presque tout le monde a des bons appareils photo, ils sont capables de faire de la bonne photo. La vidéo a suivi un peu la même évolution. Donc, on avait des gros appareils qui étaient difficiles à opérer. Puis, peu à peu, on a eu l'amélioration de la qualité de l'image, du son. Puis, ça a été un peu la même chose aussi pour les systèmes de montage. Moi, je me rappelle d'avoir fait mes premiers montages avec 2 VHS. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont vraiment rapides et qui s'opèrent très facilement. En fait, aujourd'hui, on peut dire que presque tout le monde est capable de filmer ou de prendre des photos parce que presque tout le monde a cette option-là sur son cellulaire. C'est donc dire que le pouvoir, en fait, de changer les choses qui appartenaient à un petit groupe de personnes est maintenant dans les mains de tout le monde. C'est un pouvoir qui nous permet, en fait, d'émouvoir les gens, d'aller toucher leur sensibilité puis de leur ouvrir les yeux à une nouvelle réalité. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, c'est vrai. En 2008, j'étais en Bolivie, j'ai voyagé avec une amie en Bolivie. On est rentré dans les mines de Potosi, puis on a ramené des images comme celle-ci sur la situation des mineurs en Bolivie. Quand on est revenu de notre voyage, on a montré ces photos-là à nos amis, à nos collègues, à nos professeurs. Puis, ça a suscité beaucoup de curiosité, d'intérêt, de débat, de discussion, parce qu'il y a peu de gens qui connaissaient cette situation-là. Évidemment, on n'a pas la prétention d'avoir changé les choses, mais on a au moins éveillé la conscience de certaines personnes. Puis je pense que l'éveil de la conscience, c'est définitivement la première étape pour opérer un changement dans la société. Cette photo-là, je l'ai prise à New York il y a 2 ans. C'est une image qui parle d'elle-même. Celle-ci, je l'ai prise au Maroc l'année suivante. Et encore une fois, c'est une image qui parle d'elle-même, donc le paradoxe entre la dame qui est voilée et la jeune fille qui est en bikini. J'ai mis ces photos-là sur mon site Internet, sur ma page Facebook, puis ça a encore une fois créé des débats intéressants, des discussions constructives. Évidemment, dans un monde où on a beaucoup d'images, où on est un peu sursaturé d'images, on a toujours l'impression que ça a moins d'importance de nos jours. Pourtant, il y a toujours des images qui reviennent, qui deviennent virales. Donc, l'impact est toujours là et on a une responsabilité face à cet impact-là. De nos jours, on met un peu tout et n'importe quoi sur Internet sans trop y réfléchir, alors qu'on peut vraiment avoir un impact important. Évidemment, c'est une arme très puissante, mais c'est aussi une arme très dangereuse. On peut autant faire de bien que de mal. L'année passée, je suis allée en Afrique, donc je suis partie toute seule en Tanzanie, sac au dos. Les premières réactions que j'ai eues quand j'ai annoncé mon voyage aux gens autour de moi, c'était plutôt de la crainte. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui est arrivé quelque chose en Afrique, d'un peu tragique. Le continent est vu comme un pays unique, qui est un peu diabolisé. Et quand moi je suis arrivée là-bas, j'ai vu totalement autre chose. J'ai vu la chaleur humaine, j'ai vu des gens ingénieux, j'ai vu des gens simples.
Et quand je suis revenue, je me suis donné comme mission de présenter ce côté-là de l'Afrique, donc ce beau côté-là, des gens heureux, positifs. Et je me suis vraiment donné la mission de donner cette image-là aux gens. On a organisé une soirée avec quelques amis, dont on a présenté les images sur écran géant. Puis j'avais vraiment réussi ma mission à la fin parce que, mission accomplie, il y a plein de gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit « Hey, wow, je pensais vraiment pas que c'était comme ça, ça me donne vraiment envie d'y aller. » Donc, j'ai la chance d'avoir voyagé beaucoup. J'ai voyagé dans tous les continents et je ramène toujours des photos avec des histoires, des photos de gens, souvent. Moi, je suis passionnée par le portrait. Et je me rends compte que quand je raconte une histoire puis que j'ai l'image en arrière puis que je peux donner la photo de la personne, les gens, ils sont sensibles. Ça leur permet de donner une perspective sur leur propre réalité puis de regarder un peu les choses différemment. Donc, ça, c'est toutes des photos que j'ai prises au cours de mes derniers voyages. Évidemment, quand on est photographe ou vidéaste amateur, on a souvent l'impression que ce qu'on fait, ça va toucher quelques personnes dans notre entourage, peut-être notre famille, nos amis, nos collègues, mais que ça n'ira pas vraiment plus loin. Pourtant, la vidéo, la photographie, ça voyage rapidement. Avec tous les canaux qu'on a maintenant avec Internet, ça peut facilement se rendre à l'autre bout du monde en quelques secondes. En 2011, j'ai commencé ma maîtrise à HEC Montréal en affaires internationales et j'ai décidé de faire mon projet sur le développement des coopératives dans les pays en développement pour favoriser l'inclusion sociale. Dans le but de faire quelque chose d'un peu original puis un peu différent d'un simple projet, j'ai décidé de réaliser un documentaire. J'avais jamais réalisé de documentaire de ma vie, j'avais même jamais touché un appareil photo, donc c'est une passion nouvelle. Et donc, je suis partie armée de ma caméra et j'ai fait un documentaire, une étude de cas sur un groupe de femmes au nord-est du Brésil qui font de l'artisanat. J'ai passé un mois avec ces dames-là à un peu capter leur moment. Puis c'est marrant parce que quand je suis arrivée un peu comme toute personne qui arrive fraîchement sortie de la maîtrise en me disant « Ah, je vais changer les choses, je vais leur apprendre plein de choses ». Finalement, j'ai vite réalisé qu'elles m'ont appris beaucoup plus que je leur ai appris. La première journée que j'ai travaillé avec elles sur la plage, j'ai perdu connaissance parce qu'il faisait tellement chaud, ils travaillaient tellement fort. Puis moi, j'avais pas d'énergie, puis elles sont continues, elles vendent en même temps qu'elles produisent leurs produits, puis c'est vraiment impressionnant à voir. Donc, j'ai passé vraiment un mois à capter chacun de leurs éléments, leurs moments, leurs pensées, puis comment ils ont commencé à s'organiser dans une coopérative. J'ai remis mon projet final et bon, ça s'est un peu terminé. Je pensais que le projet, malheureusement, mes amis, mes collègues l'auraient vu, mais sans plus. Un an plus tard, on m'a proposé de le présenter au Festival international des Nations unies, parce que c'était l'année des coopératives. Sans vraiment aucune attente, je l'ai présenté, puis contre toute attente, j'ai gagné. Donc, je suis allée le présenter à New York. Donc, c'est assez impressionnant de se dire que l'histoire d'un groupe de femmes isolées au nord-est du Brésil, dans un petit lieu où il faut y aller en jeep, en bateau, s'est rendu jusqu'aux Nations unies à New York. Et en fait, ça a eu des répercussions pour moi, évidemment. Ma propre vie a changé, mais la leur aussi. Elles ont obtenu une subvention, puis elles ont pu continuer à faire leur projet par un organisme à but non lucratif du Brésil. Donc, finalement, cette histoire-là, ça a été vraiment que du positif, puis on a pu le transmettre, puis on en a un souvenir à travers la vidéo. Je ne peux pas terminer ma présentation sans vous présenter ces femmes-là qui ont définitivement changé le cours de ma vie. Meu nome é Maria Cleude de Andrade. Eu aprendi a fazer crochê, minha mãe que me ensinou. Meu nome é Vilsa. Desde 6 anos de idade que eu faço crochê. Meu nome é Maria. Eu comecei a fazer crochê com 8 anos de idade. Meu nome é Aila e aprendi a fazer crochê com idade de 10 anos. Meu nome é Eliseuda. Aprendi com 17 anos a fazer crochê. Meu nome é Raimunda. Eu aprendi a fazer crochê com 10 anos de idade. Meu nome é Livanda. Quem me ensinou, na verdade, todos os pontos, tudo, foi a Diana, a presidente da associação. Meu nome é Diana, faço crochê há mais de 20 anos e faço até hoje.
L'année dernière, quand j'ai fait mon TED, c'est comme ça que je finissais ma présentation. Mais cette année, j'ai vécu quelque chose qui mérite vraiment la peine d'être partagé, puis qui a juste renforcé mes propres convictions par rapport au pouvoir de l'image. En octobre dernier, un de mes meilleurs amis a été poignardé dans le dos à la sortie d'un bar parce qu'il est homosexuel. Son attaque l'a laissé paraplégique, donc il ne remarchera plus jamais de sa vie, il va être en chaise roulante pour le restant de ses jours. Et quand il nous arrive quelque chose comme ça, il y a beaucoup d'incompréhension autour, il y a beaucoup de tristesse, de rage, de frustration. Je me suis rendue à son chevet à l'hôpital, puis j'ai trouvé quelqu'un qui avait une force, un courage vraiment incroyable. Et encore sur son lit d'hôpital, il a décidé que s'il avait perdu ses jambes, ça allait servir à une cause beaucoup plus grande que lui. Donc, il voulait lutter contre l'homophobie. Et encore, aux soins intensifs, il a commencé à penser à son message. Et son message était simple, c'était « Don't be afraid », n'ayez pas peur. Le beau de « Don't be afraid », c'est que ça englobe deux choses. « Don't be afraid d'être vous-même », puis « Don't be afraid de l'homosexualité ». Moi, je trouvais que c'était une super belle campagne et j'avais envie un peu d'ajouter mon grain de sel à ça. Donc, quand je suis revenue chez moi à Montréal, j'ai fait une toile avec un ami. On a fait une toile qui disait « Don't be afraid » et on s'est mis à prendre des photos. Évidemment, la première photo, c'est la mienne, et je me suis mis à prendre des photos de mes amis en ramassant des phrases positives sur être soi-même ou contre ou sur l'homophobie. Et on s'est créé une page Facebook, un peu pour mettre les photos, et rapidement, le mouvement a pris de l'ampleur. On s'est mis à recevoir des photos de Tanzanie, d'Argentine, on a reçu des photos de l'Australie, on a reçu des photos d'Angleterre, de France. Et les gens ont été de plus en plus créatifs, donc ont fait leur propre toile, ont décidé qu'ils allaient faire leur propre truc et avaient envoyé leur propre message parce qu'ils avaient envie de faire partie de ce mouvement-là. Nous-mêmes, on a pris des photos, des images fortes de groupes de personnes que des fois, on a tendance à penser que c'est pas nécessairement des gens qui vont être les plus portés à participer à ce genre de campagne-là. On a pris des gens de toutes les générations et on est rendu à plus de, je pense, 300 photos maintenant. Et on a ramassé une communauté presque de 7000 personnes autour de cette cause-là. Et les gens sont toujours touchés par l'image, partagent les images, partagent le message qu'on a envie de passer. Aujourd'hui, Scott, ça fait 6 mois de son attaque. C'est une des personnes que j'admire le plus au monde. C'est une des personnes les plus positives que je connaisse. Et la campagne a pris de l'ampleur. Ça a été pour lui une force aussi dans sa propre réhabilitation, quelque chose en quoi croire. Aujourd'hui, il donne des conférences, il va parler aux gens. On a réussi à créer des événements où on ouvre le dialogue, on présente des photos. Et tout ça est parti en fait d'un simple projet photo, mais qui a pris de l'ampleur, qui aujourd'hui est géré pour mon ami Scott. Donc, je pense que cet événement-là, qui est à la base triste, a tourné vraiment quelque chose de positif. Donc, je pense que c'est vrai qu'on peut faire quelque chose de positif avec l'image. Ce pouvoir-là nous appartient. On y a tous accès, ou presque. Donc, il faut l'utiliser pour essayer de créer un meilleur monde. Merci.